Rétro Hebdo. C'est la rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Bonjour ou bonsoir, c'est Laurent Droit. Vous nous captez tout de suite le sommaire. Les cas de fièvre aftaise sont rapportés ici et là ces derniers jours. Nos correspondants régionaux ont fait état d'une trentaine de vaches atteintes dans les provinces visitées au cours de cette semaine. À la une aussi de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité, c'est le commerce illicite des produits pétroliers dont le Burundi accuse un manque criant depuis un bout de temps. Plus de 4000 litres d'essence qui allaient être frauduleusement vendus ont été saisis par les agents de l'ordre et les trafiquants sont toujours sous les verrous. Le ministère burundais en charge de la santé publique invite la population à double vigilance de virus marabout qui sévit en République unie de Tanzanie, bien qu'un communiqué de presse ce vendredi n'a confirmé aucun cas de cette maladie. À la présentation, Norris Ndouimana, encore une fois, bienvenue. Rétro Hebdo. Salut encore. La semaine en cours a débuté avec des cas de fièvre aftaise signalés dans les différentes provinces au Burundi. À Cibitoke, par exemple, on a rapporté 20 vaches atteintes jusque lundi. Les communes Rugombo, Bukinanyana et Mabayi connaissaient beaucoup de cas et le gouverneur de province a interdit tout mouvement de vaches entre les communes et la vente des vaches au marché. Alexis Heshimana est notre correspondant régional à l'ouest. Les premiers cas de vaches atteintes par la fièvre aftaise ont été remarqués en commune de Bukinanyana. Toutes étaient achetées au marché. Selon le responsable vétérinaire de la province de Cibitoke, en tout, plus de 20 vaches sont affectées par cette maladie très mortelle si elle n'est pas soignée à temps. Actuellement, les cas avérés sont dans les communes de Bukinanyana, Mabayi et Rugombo. 5 vaches sont guéries. Les autres cas sont sous surveillance selon les services vétérinaires de Cibitoke. Depuis le 18 courant, la circulation de vaches de commune en commune, tout comme la vente de vaches au marché, sont interdites à Cibitoke. Pour éviter la propagation de cette maladie, une mesure prise par le gouverneur de la province de Cibitoke, colonel Bizoza Karem. Ceux qui veulent s'approvisionner de vaches doivent le faire dans leur commune et les éleveurs sont appelés à surveiller les signes de cette maladie pour alerter les techniciens vétérinaires à temps. Une vache morte de cette maladie n'est pas consommable. La mesure vise à éradiquer cette maladie selon les services vétérinaires de Cibitoke. Alexis Nshimana, Cibitoke, Radio Nurikizu. Et à Kayanza, la maladie était signalée en 2 communes, à savoir Gahombo, Muruta, jusque jeudi. Le bureau provincial en charge de l'élevage à Kayanza a confirmé 9 cas en général et a appelé aux administratifs à la base et aux vétérinaires à contribuer pour éviter la propagation de la maladie très contagieuse qui se fait aussi parler de la province voisine d'Ongozi. Notre correspondant sur place, Jean Nahimana, nous donne ici plus de détails. Comme le précise Adelanion Sabal, le directeur du bureau provincial en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Kayanza, la fièvre afteuse s'est déjà manifestée dans 2 communes qui sont Gahombo et Muruta. En commune Gahombo, Adelanion Saba indique qu'il a déjà été enregistré 7 cas de vaches atteintes de cette maladie, dont 6 à la colline Boussinde et 1 cas à la colline Kavuvuma. C'est au moment où en commune Muruta, il a été identifié 2 cas à la colline Wagongwe. Adelanion Saba fait savoir que les signes à partir desquels on reconnaît qu'un animal est atteint de cette maladie, c'est la présence des dermatoses nodulaires sur la langue et dans les sabots, la fièvre, le manque d'appétit et trop de salive qui coule de son mufle, puis il devient impossible à l'animal de marcher. À cet effet, Adelanion Saba demande aux éleveurs de saisir les chargés de la santé animale de leur ressort chaque fois que leur bétail manifeste pareils signes. Quant aux administratifs à la base et aux vétérinaires, Adelanion Saba les invite à contribuer pour éviter la propagation de la maladie du moment qu'elle est contagieuse. Signalons, somme toute, que la fièvre afteuse a été également déclarée ces derniers temps en province Ngozi voisine de celle de Kayanza. Depuis Kayanza, Jean Neyman pour la radio Indoundi Culture. À la une aussi de cette actualité ayant dominé la semaine, c'est le commerce illicite des produits pétroliers de le Burundi accuse un manque criant. En province de Ruyigi, 1400 litres d'essence ont été saisis par la police. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Cette quantité frauduleusement importée depuis la République unie de Tanzanie pourrait être vendue au Burundi à plus de 200 000 par bidon de 20 litres. Les consommateurs de cette denrée à Ruyigi ont expliqué que tous ces cas de fraude sont dus à cette pénurie.
et en province de Lumongue, les militaires ont appréhendé 2980 litres d'essence en zone Kigwena de la commune Lumongue. C'était le lendemain. Dans la nuit de mardi à mercredi, les trafiquants ont immédiatement été arrêtés. Au moment où 8 personnes trempées dans ce même commerce venaient d'être arrêtées non loin de là, en province de Makamba. Les détails dans ce reportage de Serge Sindaïgaya, il est notre correspondant dans la partie sud. Ce carburant de type essence saisie est constitué de 2980 litres contenus dans 80 bidons, certains d'une capacité de 40, d'autres 20 litres. Il a été saisi par le militaire du service G2 chargé des renseignements la nuit de ce mardi vers 23h30 dans la localité de Kigwena, en commune et province Rumonge. Selon des sources administratives, le carburant saisi sur la route nationale numéro 3 provenait de la République unie de Tanzanie à destination jusqu'à présent inconnue. Le chauffeur et le présumé propriétaire du dit carburant ont été immédiatement interpellés par la police du commissariat provincial de Rumonge pour des raisons d'enquête. Cette même source fait savoir que les présumés auteurs d'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale sont gardés au cachot du commissariat provincial de police à Rumonge. Signalons que dans la province voisine de Makamba, plusieurs trafiquants de carburant ont été aussi interpellés ces derniers jours par la police en provenance de l'inspection générale de la police à Bujumbura. 8 personnes, dont des femmes et 6 hommes, ont été arrêtés par la même police au 12 janvier avant d'être transférés 2 jours après dans l'un des cachots de la capitale économique Bujumbura. Toutes sont accusées d'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale en faisant le commerce illicite du carburant en provenance de la Tanzanie. Toutefois, les propriétaires des engins en besoin de l'or noir déplorent que ces vendeurs sont traqués alors qu'ils contribuaient dans la résolution du problème de manque de carburant qui hante plus d'un ces derniers temps. Ils demandent la disponibilisation du carburant dans des stations-service locales au lieu de traquer ceux qui font de leur possible pour approvisionner le marché noir, devenu actuellement la seule source d'approvisionnement. Pour le moment, un litre d'essence s'achète en République unie de Tanzanie à 10 000 francs burundais, là aussi sur le marché noir, car sur les stations-service, les burundais sont servis en quantité limitée. Depuis Rumonge, Serge Sindaïgaya pour la radio et culture. Rétro Hebdo. C'est la rétrospective hebdomadaire de l'actualité et a marqué cette semaine que vous écoutez à la radio Inonde Culture. Le ministère burundais en charge de la santé publique a interpellé la population vendredi à rester éveillée et adopter des mesures préventives face à la fièvre hémorragique à virus Marburg qui sévit en République unie de Tanzanie. La ministre Ludine Baradahana a toutefois mentionné qu'aucun cas n'a jusqu'ici été déclaré au Burundi. Suivez plutôt la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. En date du 20 janvier 2025, la République unie de Tanzanie a déclaré une épidémie de fièvre hémorragique à virus Marburg. Cette maladie est hautement contagieuse et très mortelle. Chez les personnes malades, la mortalité peut aller jusqu'à 90%. Bien qu'aucun cas n'ait été notifié dans notre pays, le ministère invite toute la population à une grande vigilance. Les symptômes de cette maladie sont une fièvre élevée, des maux de tête sévères, une fatigue extrême, des douleurs musculaires, un mal de gorge, des saignements, des vomissements, des diarrhées. Cette maladie se transmet par contact direct de fluides corporels des personnes infectées, par des objets ou des surfaces contaminées, par manipulation des animaux sauvages qui constituent les principaux réservoirs de virus. Notre pays a déjà pris plusieurs mesures de contrôle sanitaire au niveau des frontières, le déploiement d'un laboratoire mobile, le positionnement des kits de prévention et de prise en charge au niveau des formations sanitaires, aménagement des structures dédiées au traitement des cas confirmés. Le ministère invite la population à adopter les mesures préventives suivantes. Maintenir une hygiène rigoureuse par le lavage fréquent des mains, signaler toute personne ayant effectué récemment un voyage dans une zone d'épidémie. Par contre, pour une personne ayant séjourné dans une zone d'épidémie, il faudra rester à la maison et appeler le numéro gratuit 109. Sécurité à présent, 21 cas de décès liés aux accidents de roulage ont été enregistrés l'année dernière en province de Kayanza et plus de 90 personnes ont été blessées dans les mêmes circonstances. Les conducteurs sont indexés de conduire après avoir pris un verre de trop. Mais la police de roulage à Kayanza note aussi la vétusté des infrastructures routières et prévient des contrevenants au code de la sécurité routière. Jean Nahimana nous a fait le point ce samedi. Comme le précise Pascal Chimbilman
Mana, le commissaire provincial de police à Kayanza, il a été enregistré 21 cas d'accidents routiers au cours de l'année 2024. Lesquels accidents ont coûté la vie à 21 personnes et 95 blessés. La vitesse excessive et l'ivresse observée chez certains conducteurs de véhicules et des motos étant les causes majeures de ces accidents, fait-il remarquer. Pascal Chimilimana poursuit en indiquant que pareille situation s'est manifestée surtout au cours des mois de janvier et de décembre 2024, une période où il a été enregistré 26 cas d'accidents, lesquels ont occasionné la mort de 8 personnes et 18 blessés. L'autre cause de ces accidents signalés par son responsable de police en province Kayanza, ce sont les nids de poules observés dans plusieurs localités des routes nationales qui traversent cette province. Il précise que les conducteurs font des accidents pendant qu'ils essaient d'esquiver ces endroits. À cet effet, Pascal Chimilman a dit que des séances de sensibilisation sont souvent organisées à l'endroit des conducteurs, des séances où on les invite au strict respect du code des routiers afin de limiter ces cas d'accidents devenus très fréquents. Signalons tout compte fait que le chargé de la police dans les provinces du Nord a récemment sorti un communiqué recommandant aux conducteurs et surtout des motos à accomplir leurs activités conformément à la loi régissant la circulation routière et que dans le cas contraire, des récalcitrants se verront infliger de lourdes punitions. Depuis Kanza, Jeanne pour la radio Indoundi Culture. Et en pas de justice, les justiciables de la province de Bujumbura se lamentent toujours contre les lenteurs observées dans le traitement des dossiers pendant en justice, mais également au pot de vin exigé par les autorités judiciaires depuis la base au sommet. Ils ont été reçus en audience au ministère de tutelle mardi. La ministre Domine Banyangimbona a confirmé les faits et a appelé l'appareil judiciaire de se ressaisir. Le point avec Alice Ndaïzé. Des justiciables de la province de Bujumbura avec qui nous sommes entretenus nous ont signifié que certains gens cherchent à s'accaparer des lopins de terre injustement, ce qui se fait moyennant de pots de vin, ce qui fait que certains ne sont pas satisfaits de procès prononcés à leur encontre, ce qui les a poussés de demander la révision auprès du ministère. Ces intervenants soulignent que leur procès ne date pas d'hier, ce qui risque de perturber leurs conditions de vie. Surtout que ces jours-ci, les frais de déplacement ont grimpé et que la vie est aussi chère. Ces habitants demandent que la justice soit faite pour tout le monde et dans les meilleurs délais pour l'intérêt de la population. La ministre en charge de la justice, Domine Banyangimbona, ne nie pas qu'il y aurait des corruptions dans l'appareil judiciaire, mais lie son comportement à la culture burundaise qui s'explique par certains proverbes qui ne collent plus avec les réalités du moment. Elle se pose la question de savoir pourquoi les magistrats n'instruisent pas rigoureusement les dossiers alors qu'il fallait plutôt qu'ils inspirent confiance aux justiciables. Banyangimbona les a appelés pour le changement de comportement pour promouvoir la justice. Selon la même ministre, certains défis qui entraînent des erreurs dans la mise en exécution des procès déjà rendus, c'est que souvent ni la superficie ni la localisation de cette propriété foncière est en conflit ne figurent pas dans le dispositif, alors que ce dernier doit être concis et clair. Une situation qui peut causer d'autres erreurs une fois que le procès est exécuté. La ministre ne peut recevoir que les procès en révision ou en annulation. Plus de 90% des procès qui sont dans les instances judiciaires sont liés aux litiges fonciers. Merci Alice. La Chambre basse du Parlement a adopté lundi à l'analyse et à l'adoption du projet de loi portant organisation générale de l'administration publique. Les députés ayant réagi en plénière ont présenté des doutes sur le pouvoir qui est cette fois-ci conféré au gouverneur de province conformément à la nouvelle réglementation, mais aussi des doutes sur la politique nationale de décentralisation. Le ministre de l'Intérieur, qui était l'invité du jour, a signifié qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter s'il y a toujours des services déconcentrés. Lyria Kanhundi était sur place. Voici ce reportage. Lors de l'analyse et l'adoption de ce projet de loi portant organisation générale de l'administration publique, les députés se sont dit préoccupés par les pouvoirs conférés au gouverneur de province, se demandant l'étendue de ces derniers, ou encore si le gouverneur sera concerté dans la nomination des directeurs des services déconcentrés. Le parlementaire Martin Niviabandi s'est enquis de l'état des lieux de la décentralisation des services publics ainsi que des budgets irrelatifs, car selon lui, la décentralisation des services au niveau de la commune va de pair avec la budgétisation, d'où il doit y avoir une décentralisation financière. Sur ces préoccupations,
Le ministre en charge de l'Intérieur, Martin Niteletse, a répondu que l'administration provinciale est assurée par le gouverneur. Le gouverneur est considéré comme étant le premier ministre au niveau provincial. Les directeurs provinciaux des services déconcentrés sont considérés comme les ministres qui dirigent donc ces services publics. Il a ajouté que le gouvernement souhaitait que toutes les activités qui se déroulent au niveau communal soient coordonnées au niveau provincial, ainsi que le budget y afférent, et que les actions se déroulent au niveau local dans les communes et dans les collines. Toutefois, le ministre Martin Niteletse a précisé que le projet de loi ne concernera pas les corps de sécurité et de défense, ainsi que l'appareil judiciaire. Rétro Hebdo. C'est toujours la radio Indon de Culture que vous suivez. C'est la rétrospective hebdomadaire de l'actualité ayant marqué cette semaine. En page d'éducation, plus de 4300 cas d'abandon scolaire ont été répertoriés en premier trimestre de l'année scolaire en cours en province de Kayanza. La pauvreté dont souffrent les ménages et le désintéressement de l'école chez les élèves, tout comme chez certains parents, sont certaines causes majeures de cet état de fait. Notre correspondant sur place, Jean Nahimana, nous a renseigné mercredi que la direction provinciale de l'éducation, l'administration pour sensibiliser les parents à maintenir les enfants à l'école et à punir sévèrement les parents défaillants. Voici ce reportage. Comme le montre le rapport établi à la fin du premier trimestre par le Bureau provincial de l'éducation à Kayanza, il a été enregistré 4319 cas d'abandon. Parmi ces derniers, 2316 sont des garçons pendant que 1993 sont des filles. Sur 9 communes que compte la province scolaire de Kayanza, le nombre élevé de ces cas d'abandon sont constatés dans 4 communes, à savoir Muruta, Kabarore, Matongo et Gatara. S'exprimant à ce propos, Juvenal Bonehangouye, le directeur de cette province scolaire, fait remarquer que 2 causes majeures sont à l'origine de ces abandons, à savoir la pauvreté dans les familles et le désintéressement de l'école chez les élèves et certains parents. À propos de la pauvreté dans les familles, Juvenal Bonehangouye dit que des élèves qui ne trouvent pas à manger en suffisance finissent par cesser de se rendre à l'école. S'agissant du désintéressement, ce responsable scolaire précise que suite au taux de chômage qui s'accroît au fil des années, certains élèves finissent par abandonner l'école par le fait qu'ils se disent que même au terme de leurs études, ils vont finir par regagner le toit parental. À cet effet, Juvenal Bonehangouye trouve que pour juguler ce problème lié à l'abandon scolaire, il faudrait que l'administration sensibilise davantage les parents à maintenir leurs enfants à l'école et prendre le cas échéant des mesures coercitives à l'endroit des parents défaillants. Quant aux responsables des écoles, il les invite à encadrer les élèves en leur faisant comprendre que leur avenir ne se trouve nulle part ailleurs qu'à l'école. Signalons somme toute qu'il a été enregistré 16 170 cas d'abandon au cours de l'année scolaire 2023-2024, pendant qu'il avait été constaté 16 840 cas au cours de l'année scolaire précédente 2022-2023. Depuis Kanza, Jean Nahimana pour la radio Indon Culture. Entre-temps, la Chambre haute du Parlement se montre très inquiète par les défis qui entre le secteur éducatif au Burundi, mettant souvent en cause le savoir-faire des lauréats. Au cours d'une séance de questions orales adressée mardi au ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, les élus du peuple ont déploré le manque du personnel enseignant et le matériel didactique qui fait toujours défaut. Mais le ministre de tutelle François Habyarimana a indiqué que la machine est en marche pour redresser la situation. Le Sénat burundais n'a pas aussi manqué de montrer son inquiétude sur les critères fixés pour les bénéficiaires de bourses d'études à l'étranger et la plupart des sénateurs ont demandé que le critère soit toujours une condition afin de former une main-d'œuvre compétitive sur le marché du travail. Le parti présidentiel a organisé de jeudi à samedi une prière interconfessionnelle depuis la province Ngozi. Le président de la République a dans son discours d'ouverture appelé la population burundaise à la persévérance et à l'endurance face aux difficultés du moment et surtout à la jeunesse de discerner le temps et les circonstances pour mieux préparer l'avenir. Suivez plutôt le chef de l'État Evariste Ndayishimiye. Il a été traduit en français par Morolem Hayan. Se préparer pour la justice, vous les jeunes, il y a 3 étapes. D'abord, il faut un territoire. Si tu n'as pas de pays, c'est foutu. Si tu veux ton avenir meilleur, préserver ton pays comme un champ rare. Que personne ne s'y attaque. Sache que tu es responsable dans ton secteur. Prenons l'exemple de Joseph. Si tu veux préparer ton avenir, lui, il s'est préparé dès 17 ans. Il suffit seulement d'être honnête. Joseph avait des frères malhonnêtes. Il mangeait des brebis de son père, là où il les faisait brouter. Mais Joseph s'y opposait à chaque fois et donnait le rapport à son père. J'ai besoin que chacun d'entre vous va quitter ici avec une mesure prise qui lui vaudra d'être responsable autour de lui.
Cela est la base d'un bon avenir pour toi et du pays, car il y aura de l'environnement favorable des affaires. Ainsi, il y aura une grande production et les moyens de transformation de cette production. À ce moment, il faudra mettre ensemble nos savoir-faire, les médecins, les enseignants, les industriels, les exportateurs des produits des industries. Là, le pays se développera alors. C'est la rétrospective hebdomadaire de l'actualité et a marqué cette semaine. La population urbaine de Bujumbura réclame l'opérationnalisation de la politique nationale de logement annoncée par le gouvernement en 2023. Les personnes qui se sont confiées à la radio Union de Culture jeudi de cette semaine sont indignées des faits qui rien n'a suivi la campagne d'identification des ménages bénéficiaires de la politique au même moment de l'annonce. Ils craignent donc le risque d'un projet mort-né. Cléria Kangundi. Ces citadins de la municipalité de Bujumbura affirment qu'ils avaient bien accueilli l'annonce de la nouvelle politique nationale de logements sociaux. Cela était censé venir en aide aux gens locataires de maisons. Nous avons bien accueilli ce projet du moment qu'un certain nombre de personnes n'ont pas d'habitation ou habitent des maisons non décentes. Une maison décente est en aide. Cependant, ils regrettent que du temps s'écoule sans que la mise en exécution du projet ne s'en suive. Même si cela a été annoncé, nous n'en avons vu nulle part où cela a été mis en exécution. Nous avons été appelés à nous faire inscrire. Nous l'avons fait, mais nous ne savons pas la suite. Ils indiquent craindre que le projet ne soit jamais mis en exécution. Lorsqu'une annonce a été faite, que la situation ne reste pas ainsi, que cela quitte la théorie pour la pratique. Nous sommes habitués à entendre des annonces sans que l'exécution nous suive. Ces citadins plaident pour la mise en exécution du projet de logements sociaux. Il serait mieux que la mise en exécution ne tarde. Sur ces préoccupations, nous avons cherché la réaction du ministère en charge des infrastructures jusqu'à la soirée de ce jeudi sans succès. Néanmoins, lors du lancement de la nouvelle politique nationale de logement en 2023, le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions, Dieudonné Dukundane, avait expliqué la raison du dit projet. Les statistiques à notre disposition nous renseignent que, à ce jour, moins de 15% de la population vivant au Burundi habite dans les villes et villages. Alors, pour être dans la catégorie des pays émergents, nous nous sommes donné l'objectif d'atteindre un taux d'urbanisation d'au moins 40%. Nous avons moins d'1,7 million de personnes qui vivent dans les villes. Alors, nous voulons atteindre un taux de 40%, ce qui veut dire que d'ici 16 ans, nous devons avoir au moins 5 millions de personnes vivant au Burundi qui habitent dans les villes. La nouvelle politique de logements sociaux a été annoncée au mois de juin 2023 par le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions. 50 000 personnes se sont alors faites inscrire sur les listes de potentiels acquéreurs. Les prix de ces maisons dépendant, selon le ministre Dieudonné Dukundane, du type de maison, du moment qu'elles ne sont pas construites de la même manière et que leurs tailles sont différentes. Parlant toujours des infrastructures, le ministère des Sports, dans ses attributions, a fustigé l'occupation illégale des espaces de jeu aménagés ici et là par des gens qui débordent ces espaces dans le contexte présent de la rareté de parcelles. Le porte-parole du ministère, Rémi Baramama, a, au cours d'une interview accordée à la radio Union de Culture, invité l'administration territoriale d'agir pour la protection de ces espaces, de l'épanouissement sportif et culturel. Le Burundi a aussi, au cours de cette semaine, montré sa position par rapport à l'inscription par le Rwanda de la danse inolée partagée entre le Burundi et le Rwanda, mais qui vient d'être inscrite sur la liste du patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO propre au Rwanda. Au cours de cette même interview accordée à la rédaction jeudi, le porte-parole du ministère en charge des sports et de la culture a parlé d'une chose normale, en dépit des grognes soulevées par les détenteurs de la danse inolée. C'est la convention de 2003 de l'UNESCO reconnaît à deux ou à plusieurs pays partageant un biais patrimonial de le faire enregistrer concomitamment, comme elle autorise à un pays de le faire à l'autre. Rémi Balamama a tout de même indiqué que le Burundi reste avec la possibilité de demander l'enregistrement de l'aspect mimique de la danse. De par la convention, si une danse en numéro culturel est partagée entre deux ou plusieurs pays, il est suggéré à ce pays en numéro culturel, pour le cas d'espèce la danse Inhore pour le Rwanda et le Burundi, de demander l'enregistrement concomitamment. Le Rwanda n'a pas voulu peut-être que l'on avance ensemble par rapport à l'enregistrement de la danse Inhore. Le Burundi ne l'a pas demandé, non plus le Rwanda ne l'avait pas demandé, parce qu'on n'avait pas su que le Rwanda avait aussi l'intention de faire enregistrer l'Inhore, qui est la danse partagée. Nous, la mise à jour de la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel, la mise à jour n'est pas encore faite au Burundi pour demander l'enregistrement. Si la mise à jour
n'a pas eu lieu, on ne peut pas amorcer la demande. En 2020, le Burundi avait bénéficié de la part de l'UNESCO un appui budgétaire pour mettre à jour la liste. Au Burundi, nous avons une commission nationale de l'UNESCO au ministère de l'Éducation qui actuellement a le dossier en main. Avoir traîné de finir le processus, c'est une question à revoir ensemble avec le ministère en charge de l'Éducation où est logée la Commission nationale pour l'UNESCO. C'est à partir de cette sensibilité-là que le Burundi peut-être compte saisir l'UNESCO et demander si le Burundi ne pourrait toujours pas continuer sur l'élan de faire enregistrer cette danse caractéristique aussi au Burundi, visible depuis des temps immémoriaux au Burundi. C'était Rémi Barampama, il est le porte-parole du ministère de la Culture dans ses attributions. Et c'est par là que nous mettons un point final à cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction pour la collecte et à la technique pour la réalisation. À la présentation, c'était Norris Ndouimana. Bonne suite de nos programmes. Rétro Hebdo.